Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti et les Nations Unies dans une mission de prévention environnementale. Et enfin en Afrique du Sud, au moins 63 morts dans l'incendie d'un immeuble à Johannesburg. Eh bien, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une, je vous le dis dans le titre, le président de la République a reçu ce matin au Palais de la République le coordinateur des Nations Unies au Yémen, M. David Grisley, qui est à la tête d'une forte délégation. Cette audience a servi d'opportunité au coordinateur pour remercier le président de la République pour le rôle de Djibouti, qui a réussi les opérations de transfert du pétrole du navire Safer sur le bateau Nautica. Ces opérations s'agissent d'un bateau avec plus d'1 million de pétrole délabré au large des côtes du Yémen. Le coordinateur a exprimé au nom des Nations Unies ses vifs remerciements et sa gratitude au président de la République pour le rôle de la République de Djibouti qui a servi de plateforme aux opérations de sauvetage et du transfert du pétrole dans le but d'éviter une catastrophe écologique qui aurait fait des ravages sur la faune et la flore des eaux internationales et aurait perturbé le trafic maritime international entre le détroit Bab el-Mandeb et le canal de Suez qui a mené la Méditerranée. Ainsi irréparable à la hauteur au moins de 20 milliards de dollars. Au cours de l'audience, le coordinateur onusien a martelé le rôle de Djibouti dans cette opération inestimable, son emplacement stratégique et sa capacité portuaire et son engagement envers la sécurité maritime font de Djibouti un partenaire essentiel pour mener à bien cette mission délicate. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le secrétaire de la présidence, M. Mohamed Abdullahi Ouaïs, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Gail Idriss Omar, ont pris part à cette réunion. Eh bien, le coordinateur des Nations Unies au Yémen a souligné l'importance de la coopération et la coordination exceptionnelle entre les Nations Unies et Djibouti qui a permis de mener à bien les opérations de sauvetage du pétrolier Safer. Je suis venu pour voir Monsieur le Président pour discuter deux choses. D'abord, pour expliquer que l'opération du FSO Safer est maintenant terminée et que le pétrole qui était dans le FSO Safer a été transféré à un nouveau bateau et que la menace que ça représentait dans le passé n'existe plus. Donc, de partager cette bonne nouvelle. Mais aussi, je suis venu pour remercier Son Excellence pour l'appui que le Djibouti a donné à nos opérations. Et je dois dire, comme j'ai expliqué à Son Excellence, que l'appui qu'on a reçu était très rapide, très efficace. Et même quand nous étions sous pression, on a eu un bon résultat ici. Donc, ça veut dire qu'ensemble, on a sauvé la situation qui existait dans Razissa au Yémen. Donc, je voudrais remercier tout le gouvernement et surtout Son Excellence le Président pour cet appui. De son côté, nous avons pu interviewer le ministre des Affaires étrangères après l'audience du président de la République qui a reçu le coordinateur des Nations Unies au Yémen. C'est une catastrophe écologique que nous avons évitée en donnant les autorisations, en facilitant le travail de pompage du pétrole brut du bateau Safer sur le bateau Nautica. Je crois que ce que nous avons économisé au monde et à la région, ce sont des milliards de dollars de pertes. Imaginez-vous si ce pétrole avait coulé sur les côtes saoudiennes, djiboutiennes, yéménites. C'est beaucoup d'argent qui aurait été perdu en situation de lutte contre cette pollution écologique, pollution en pétrole. Donc, les Nations Unies ont fait vraiment un travail utile, mobiliser des fonds pour pouvoir pomper ce pétrole brut, et ils ont vraiment attiré l'attention du monde sur les risques. Aujourd'hui, on peut les féliciter. On peut féliciter David Grisley et son équipe. On peut féliciter le secrétaire général des Nations Unies. On peut féliciter l'équipe du PNUD de Djibouti. Encore une fois, si Djibouti a toujours été une terre d'échange et de rencontres, aujourd'hui, elle donne encore l'exemple de terre de sauvetage, aussi bien des humains que de l'environnement. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi ce communiqué qui nous est parvenu de la présidence où le président de la République
en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, son Excellence Ismaël Merguele condamne avec la plus grande virulence le coup de force perpétré au Gabon où des hommes en uniforme ont déclaré avoir mis fin à l'ordre constitutionnel établi dans ce pays. Le chef de l'État appelle au rétablissement des institutions de l'État gabonais et à la préservation de l'intégrité physique et morale du président Ali Bongo Ondimba. Le président Guélé réitère son attachement aux valeurs démocratiques et à la souveraineté des peuples seuls habilités à porter par la voix des urnes au pouvoir les dirigeants de leur choix. Le président de la République dénonce enfin la récidive ces dernières années en Afrique des coups d'État qui sont souvent contre-productifs aux intérêts et au développement des peuples. Fin de communiqué. Direction le Rwanda où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Yonis Aligedi, a été reçu en audience hier par Dr Ajay Martur, directeur général de l'ISA, où le ministre de l'énergie est en visite de travail à Kigali, dans la capitale du Rwanda, pour prendre part à la 5e réunion régionale de l'Alliance solaire internationale pour la région Afrique. L'entretien s'est déroulé en présence du conseiller technique du ministre de l'énergie, M. Mahdi Abeli Hassan, du directeur de l'énergie, Gouled Mohamed Jama, ainsi que des principaux collaborateurs du directeur général de l'ISA. Au centre de discussion entre le ministre Yonis Aligedi et le directeur général de l'ISA, Dr Adja Amartu, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et l'Alliance solaire internationale, notamment dans le domaine du développement de l'énergie solaire. Différents points, en effet, nourrissent les échanges entre les deux hauts responsables, notamment l'électrification des villages reculés de notre pays par l'installation des mini-centrales solaires, la mise à disposition des populations rurales en période d'été, des conteneurs frigorifiques fonctionnant grâce aux techniques solaires, le renforcement des capacités et des compétences des ingénieurs djiboutiens par la formation et aux technologies solaires ou encore l'installation à Djibouti d'un centre de ressources et d'application des technologies solaires appelé Star-Sea, destiné à délivrer les certificats relatifs aux équipements solaires. Retour à Djibouti où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu ce matin à l'académie police Idriss Farah Bane pour la cérémonie de décoration du capitaine Laurent Flamand, dont la mission de travail dans notre pays a pris fin. Accueilli à son arrivée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, le CMG a élevé le capitaine Flamand au rang de chevalier de l'ordre national du 27 juin. La cérémonie solennelle de décoration qui s'est tenue dans le salon d'honneur de l'académie de police a vu la participation des proches, des collaborateurs du CMG ainsi que du directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Omar Youssef Omar. En fonction depuis 2019 à l'Académie de police, le capitaine Flamand fut le principal conseiller du directeur de l'Académie. Il a par ailleurs contribué à la réalisation de nombreux projets importants au sein de l'APIFA. Durant ces années au service de police nationale, le capitaine Laurent Flamand s'est illustré pour son dévouement, sa capacité d'intégration et son dynamisme. Dans un bref mot énoncé à cette occasion, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a remercié le capitaine Laurent Flamand pour sa contribution au renforcement des formations offertes aux policiers. La cérémonie de décoration s'est clôturée par la traditionnelle photo de groupe. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le président du CNDH, M. Ali Soubane Ate et Dr Mohamed Ibrahim Hassan, commissaire aux droits de l'homme, ont pris part du 30 au 31 à la rencontre régionale des institutions nationales des droits de l'homme à Kampala, en Ouganda, où la CNDH, les commissions nationales des droits de l'homme du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Sud-Soudan ont participé à cette rencontre qui portait sur les migrants et les droits de l'homme. À cette occasion, le président de la CNDH, Ali Soubane Ate, a pris la parole pour remercier les organisateurs de cette rencontre qui permet de partager les expériences et les bonnes pratiques. Pour cela, il a demandé à ce qu'elle soit organisée le plus souvent possible. Lors de son intervention, le président de la CNDH a insisté sur les efforts fournis par notre pays pour veiller à ce que le droit et la dignité des migrants soient préservés. Il a expliqué les différents mécanismes mis en place par le gouvernement qui facilitent les missions de la CNDH sur le terrain. Néanmoins, il a rappelé qu'il est conscient de l'effort qu'il faut fournir en permanence pour faire respecter la dignité humaine et les droits des migrants. Par ailleurs, il a demandé à la mission en place du réseau de la CNDH, de l'IGAD, pour que ces défis concernant les États de la région soient relevés
dans sa globalité. Et dans l'ensemble de cette édition, il y a aussi l'ensemble des établissements scolaires et les locaux du centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental. Monsieur Omar Guélé Ahmed vit cette semaine du dimanche 27 jusqu'au 31 août au rythme des stages préliminaires de formation institués par le MENFOP. Cette formation couvre l'ensemble des disciplines et niveaux d'enseignement. Un accent particulier est mis sur les enseignants expérimentateurs, des programmes et des outils didactiques révisés. D'autres formations sur le développement professionnel sont aussi au menu de cette session. Au profit des enseignants, ces sessions de formation sont dispensées par un pôle de formateurs composé des formateurs, des conseillers pédagogiques, de l'inspection générale et des concepteurs de manuels du CRIPEN. Les participants auront l'occasion de renforcer leur acquis l'année dernière et l'amélioration et améliorer l'utilisation des manuels, livres et guides de l'enseignement expérimentaux conçus par le CRIPEN. Pour rappel, ces stages de formation préliminaires qui sont ouverts ce dimanche dans l'ensemble des établissements scolaires ainsi que dans les locaux du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental ont été précédés d'une formation qui a permis à un pôle de formateurs de les préparer dans les journées du mercredi au jeudi dernier. Dans sa quête de qualité des enseignants de l'apprentissage, le MENFOP a engagé un travail de fond dans la formation continue, d'une part le développement professionnel des enseignants et tous les niveaux et ordres d'enseignement. Notons enfin que ces formations permettent aux enseignants d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans leur domaine d'expertise. Ils se familiariseront également avec les dernières tendances et pratiques du secteur de l'éducation. Pour une formation optimale sur les programmes et les outils didactiques révisés. Outre cette formation sur la vision du curriculaire, il y a également une formation sur le développement professionnel. C'est une formation qui consiste à renouveler les compétences des enseignants. Ces acquis auront un impact, vont profiter aux élèves et auront un impact sur la qualité des apprentissages. C'est une formation qui va s'étaler sur une semaine. Alors les enseignants ont répondu présent, ils sont tous là, encadrés par les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, et les formateurs. Alors tout se déroule bien. C'est l'appel à la prière, nous nous retrouverons tout juste après. Sadaqallah al-Azim, c'était l'appel à la prière pour clore l'actualité nationale dans le domaine sportif. L'Arta Solar 7 se prépare à la deuxième qualification du tour préliminaire de l'équipe et se concentre sur un entraînement ciblé, travaillé sur les aspects spécifiques du jeu qui nécessitent l'amélioration, que ce soit la technique, la tactique ou la condition physique. Également bien étudier leur adversaire, dans mieux anticiper leur stratégie à une attitude mentale positive pour être qualifié à la seconde phase du tour préliminaire qui aura lieu le 16 septembre en Tanzanie avec leur adversaire de l'équipe égyptienne Zamalek. On est très content, très fiers. On va jouer contre une très grande équipe africaine qui est les Amalek et tout. Mais bon, nous, on se prépare, on est enthousiaste. Voilà, pour nous, ça va être une bonne fête. Et pour que ça soit une bonne fête, il faut bien se préparer, essayer de faire ce qu'on a fait contre l'équipe somalienne. Jouer en équipe, être solidaire. Et je pense qu'on aura notre mot à dire. Parce qu'on a une très belle équipe et des joueurs de haut niveau qui sont des internationaux, que ce soit djiboutiens ou étrangers. C'est important. Et je voulais profiter de votre micro aussi, saluer l'effort et le travail de notre président qui est là, ça fait plus de 5 ans. Et qui fait un boulot remarquable et on commence à voir le fruit en train de payer. Là aujourd'hui, si on arrive à franchir le premier tour, c'est que c'est vraiment un travail de fond qui a été fait. À cet effet, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions à l'approche de ce grand match prévu le 16 septembre prochain. Déjà, on est très heureux d'être qualifiés. On est même plutôt fiers. C'était deux matchs très importants
montrer un bon visage du football djiboutien et de l'AS Arta Solar. Donc le contrat est rempli en tout cas, avec 2 victoires 3-0 sur une équipe qui était à notre portée. On a fait le travail et les garçons se sont bien comportés pour rapporter 2 fois la victoire, donc c'est très bien. Il faut savoir quand même que c'est un adversaire redoutable et connu, hein, Zamalek SC. C'est une grande nation de football aussi. Et nous, on est fiers et contents de pouvoir jouer des matchs aussi, aussi haut niveau pour les joueurs. Et puis maintenant, on a beaucoup de joueurs internationaux de l'équipe djiboutienne. On a aussi des joueurs extérieurs qui ont joué à un haut niveau. Donc ils ont l'habitude des matchs de haut niveau. On est prêt, on se prépare tout doucement. On va continuer à se préparer rapidement en allant en Tanzanie sur place pour se préparer. On va faire 2 matchs amicaux sur le territoire tanzanien pour pouvoir justement avoir la possibilité de se mettre dans le rythme d'une belle compétition en jouant de bonnes équipes en Tanzanie. Donc c'est important qu'on se prépare bien. Le président il met tout en œuvre pour qu'on puisse être le mieux possible et on va faire le travail. Et après le football, vous connaissez, c'est 2 fois 90 minutes. Et on va faire le maximum pour essayer de rendre encore heureux nos amis djiboutiens. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, au moins 103 personnes sont mortes jeudi dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 4 étages dans le centre de Johannesburg. Selon un nouveau bilan officiel, les services des secours de la ville avaient annoncé 52 morts au préalable. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit a été éteint et les pompiers s'activaient jeudi matin, aujourd'hui, à la recherche d'autres éventuelles victimes. La cause du drame n'était pas encore connue. La police sur place a bouclé l'immeuble. Le bâtiment, un édifice rouge, brique et blanc, aux fenêtres brûlées, selon l'image de la télévision, est situé dans une zone défavorisée de l'ancien quartier de Johannesburg. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.